L'énergie se disperse, c'est inéluctable. Vous ne pouvez pas lutter contre le second principe de la thermodynamique. Lors du Big Bang, l'énergie était extrêmement concentrée dans un volume minuscule, depuis elle n'a fait que se disperser. Et elle continuera à le faire jusqu'à ce que l'univers soit parfaitement uniforme dans un état de mort thermique. Ce qui permet de décrire cette dispersion de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie est un concept mystérieux, parfois mal défini, et à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de ce qu'est l'entropie, ce concept si important pour comprendre le destin de l'univers. Au début du 19e siècle, Sadi Carnot s'intéresse aux machines à vapeur et se demande comment améliorer leur rendement. En partant de ce problème très pratique, il va développer toute une théorie sur les moteurs thermiques. En faisant ça, il donne naissance à un des domaines majeurs de la physique moderne, la thermodynamique. À l'époque, on avait compris que plus la température de la machine était élevée, et plus on pouvait en tirer de la force, du travail mécanique. Ça, c'est relié à ce qui deviendra le premier principe de la thermodynamique. L'énergie est conservée et elle peut se trouver sous deux formes. Le travail mécanique, qui permet de développer une force, par exemple pour faire avancer un véhicule, et la chaleur, c'est-à-dire l'énergie thermique. On peut convertir de la chaleur en travail mécanique, c'est ce que font les machines à vapeur et aujourd'hui les moteurs des voitures. On peut aussi faire l'inverse, le travail mécanique qui fait avancer la voiture finit par être dispersé en chaleur à cause des frottements. C'est ce qui fait chauffer les pneus des voitures. Ça, c'est le premier principe de la thermodynamique, ça décrit les transferts d'énergie. Mais Carnot comprend que ça ne suffit pas, il faut un second principe pour expliquer le sens de ces transferts d'énergie. Vous le savez, si vous mettez en contact un objet chaud et un objet froid, c'est l'objet chaud qui donne de l'énergie à l'objet froid et pas l'inverse. Si l'énergie pouvait se transmettre dans n'importe quel sens, on pourrait imaginer un bateau qui avance sur l'eau en prenant de l'énergie à l'océan pour la transformer en travail mécanique et de cette manière créer une force de propulsion. L'eau de l'océan baisserait en énergie, elle refroidirait et on verrait un bateau avancer sans carburant en rejetant des petits glaçons derrière lui. Ça ne poserait aucun problème pour le premier principe, l'énergie serait bien conservée. L'énergie perdue par l'océan serait récupérée par le bateau. Sauf que des bateaux qui avancent sur l'eau en crachant des glaçons, ça n'existe pas. C'est interdit par le second principe de la thermodynamique. Voilà ce que dit Carnot. Il est impossible de produire de la puissance motrice à moins qu'on ne dispose à la fois d'un corps froid et d'un corps chaud. Pour le bateau sur l'eau, il y a une seule source de chaleur, l'océan, et donc le second principe interdit au bateau d'avancer. Pour qu'il puisse avancer, il faut une source froide, l'océan, mais aussi une source chaude. Un système à haute température, et pour ça, vous pouvez faire brûler le carburant de votre choix, du bois, du gaz, du pétrole, etc. Carnot explique que c'est un peu comme dans un moulin à eau, l'eau circule du haut vers le bas et entraîne au passage le mouvement du moulin. En thermodynamique, l'énergie circule du chaud vers le froid et entraîne au passage le mouvement d'une pièce mécanique. Là vous vous dites, mais quel rapport avec la mort thermique de l'univers ? Eh bien si l'énergie va toujours du chaud vers le froid, on a d'abord un objet chaud et un objet froid qui deviennent deux objets tièdes. D'après le second principe, si à la fin les deux objets sont à la même température, on ne peut plus en tirer du travail mécanique. Quand tout est tiède, il n'y a plus aucune force, plus aucune action d'un objet sur un autre. Et si à terme, toutes les températures s'équilibrent dans l'univers, il n'y aura plus aucune force, plus aucun changement, l'univers sera partout parfaitement tiède, dans un état uniforme qu'on appelle la mort thermique. Ceci étant dit, il faut garder en tête que si je regarde en détail le mouvement des molécules, si l'objet que j'observe est tiède, il y a quand même de l'agitation thermique. Les molécules sont en mouvement, elles entrent en collision les unes avec les autres, il y a des forces microscopiques, il se passe bien quelque chose, non ? Il va falloir expliquer pourquoi c'est différent quand je zoome et quand je dézoome. Et la grandeur qui permet de décrire ce zoom et ce dézoom, c'est l'entropie.
C'est Rudolf Clausius qui introduit pour la première fois le concept d'entropie en 1865. Il définit l'entropie comme la transformation que le système a réalisée. Entropē en grec, ça veut dire action de se transformer. Un système qui n'a pas fait beaucoup de transformations, par exemple un moteur qui n'a pas encore été mis en route, c'est un système à basse entropie. Si le moteur est constitué d'une source chaude et d'une source froide bien séparées, l'énergie est concentrée d'un seul côté, le moteur est à basse entropie, il n'a pas encore réalisé de transformation. Ensuite, une fois que le moteur a fonctionné, l'énergie est passée du chaud vers le froid, le système est tiède partout à la même température. Cette fois-ci, l'entropie est élevée, le moteur a réalisé beaucoup de transformations, il a fait bouger beaucoup de pièces mécaniques. On voit que l'entropie augmente naturellement, on passe d'un système chaud-froid à un système tiède. L'énergie est d'abord concentrée et spontanément, elle va se disperser. Une fois qu'elle est dispersée, le moteur ne peut plus fonctionner, c'est le second principe. Il a réalisé toute la transformation qu'il pouvait produire, l'énergie est totalement dispersée, l'entropie est maximale. On peut maintenant traduire le second principe de Carnot. Carnot disait « il est impossible de produire de la puissance motrice à moins qu'on dispose à la fois d'un corps froid et d'un corps chaud ». Maintenant, on va dire que le moteur fonctionne parce qu'il y a d'abord de l'énergie concentrée, une basse entropie, et que, à mesure que le moteur fait tourner des pièces mécaniques, l'énergie se disperse, l'entropie augmente. Si vous laissez le système évoluer spontanément, l'entropie ne peut qu'augmenter. Vous ne verrez jamais l'énergie se concentrer toute seule en certains endroits. Et la personne qui a expliqué pourquoi c'est impossible, c'est un certain Ludwig Boltzmann. Boltzmann était atomiste. Il croyait en l'existence des atomes à une époque où la question était loin d'être résolue. Grâce aux atomes, on tient une explication du premier principe de la thermodynamique. On peut expliquer le lien entre chaleur et travail mécanique. Le lien entre une source chaude et le travail mécanique d'une force, par exemple la force de pression sur un piston. Un objet chaud, au niveau microscopique, ça correspond à une grande agitation des molécules. Plus les molécules vont vite, et plus l'objet va avoir une température élevée. Si vous aviez comme super pouvoir de détecter le mouvement des molécules d'air, vous verriez que l'hiver, quand vous rentrez chez vous, les molécules vont plus vite dans votre salon bien chauffé que dehors là où il fait froid. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on enferme un gaz dans un moteur, on va le faire chauffer, les molécules vont se déplacer plus vite, et du coup, elles vont taper plus fort sur le piston, la force de pression va augmenter. Et donc on voit le lien entre la chaleur, la température, et le travail mécanique de la force de pression. Grâce aux atomes, on comprend de manière microscopique le premier principe, on comprend le lien entre chaleur et travail. Boltzmann ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin et il a donné une explication microscopique du second principe également. Il a expliqué pourquoi, dans un système constitué d'atomes, l'énergie a tendance spontanément à se disperser. Ici, pour vous donner une image, je sépare le système en deux, une source chaude à gauche avec beaucoup d'énergie et une source froide à droite avec peu d'énergie. J'ai mis des billes de couleur pour pouvoir les différencier, mais peu importe les couleurs, je suppose qu'elles ont toutes la même quantité d'énergie. Ici, l'entropie est faible. L'énergie est bien concentrée à gauche. Et dès qu'une bille passe à droite, l'énergie commence à se disperser, l'entropie augmente. On a vu que l'entropie mesurait la dispersion d'énergie. Donc première disposition, toutes les billes d'énergie sont concentrées à gauche, l'entropie est petite. Et la remarque géniale de Boltzmann, c'est qu'il y a autre chose qui est petit quand toutes les billes sont à gauche, c'est le nombre d'états possibles. Une fois que j'ai dit que toutes les billes étaient à gauche,
les billes rouges, bleues et vertes sont à gauche, on a une seule possibilité. Par contre, si je dis qu'il y a 2 billes à gauche et une à droite, on a 3 possibilités. La bille de droite est soit la rouge, soit la bleue, soit la verte. Et bien pour Boltzmann, ce nombre de possibilités, c'est directement relié à l'entropie. Supposons que je n'ai accès qu'à une seule information, le nombre de billes à gauche. C'est ce que je connais du système. Si je suis un gros observateur macroscopique, si je dézoome, on appelle ça un macro-état. Un exemple de macro-état, c'est l'information « il y a 2 billes à gauche et une bille à droite ». Je ne sais pas quelle est la bille qui est à droite, je sais seulement qu'il y en a une. Pour un macro-état donné, je peux avoir plusieurs configurations, on appelle ça des micro-états. Si le macro-état, c'est qu'il y a une bille à droite, il y a 3 micro-états possibles, soit c'est la rouge qui est à droite, soit c'est la bleue, soit c'est la verte. Autre exemple, si je vous dis qu'il y a 4 billes, rouge, verte, bleue et jaune, et si je vous dis qu'il y en a 2 à gauche et 2 à droite, ça c'est une information sur le macro-état. Combien est-ce qu'il y a de configurations, combien est-ce qu'il y a de micro-états à votre avis? Eh bien, les billes de gauche peuvent être rouge et bleu, rouge et verte, rouge et jaune, bleu et verte, bleu et jaune ou verte et jaune. Il y a 6 possibilités, il y a 6 micro-états. Et qu'est-ce que l'entropie? C'est une manière d'accéder à ce nombre de micro-états. Plus il y a de micro-états et plus l'entropie est élevée. Vous allez voir, grâce à ça, on va comprendre le second principe, on va comprendre pourquoi l'entropie augmente spontanément. On va faire une expérience, on va enfermer un gaz dans la partie gauche d'une boîte et on va faire le vide dans la partie droite. Dès qu'on ouvre la paroi, le gaz va se disperser. C'est pas que les molécules ont envie d'aller à droite, les molécules elles partent dans tous les sens de manière aléatoire, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de chances que les molécules se dispersent plutôt qu'elles restent toutes dans un coin. Et une fois qu'elles sont dispersées, si j'ai 10 molécules, peut-être que par hasard, elles vont quasiment toutes revenir à gauche au bout d'un moment, mais si j'ai des milliards de molécules, en pratique, ça n'arrive jamais. Les molécules dans la pièce où vous vous trouvez en ce moment, elles pourraient très bien se retrouver toutes dans un coin. Alors déjà, vous allez vous asphyxier, mais surtout, vous allez vous dire, mais mathématiquement, c'est quand même sacrément improbable ce qui vient de se passer là. Eh bien, pour la dispersion de l'énergie, c'est pareil. Statistiquement, une fois que l'énergie est dispersée, il n'y a quasiment aucune chance qu'elle se reconcentre à nouveau. Si vous partez avec 2 objets tièdes, il n'y a quasiment aucune chance de finir spontanément avec un objet chaud et un objet froid. Et Boltzmann a compris ça en étudiant ce dont on a parlé, les micro-états. Si on reprend l'analogie des billes, chaque bille est un paquet d'énergie qui peut passer à droite ou à gauche aléatoirement. Le système va se retrouver dans différents états, il va passer par plusieurs micro-états. Or, regardez ce qui se passe quand j'énumère tous les micro-états possibles. Il y a un seul état où toutes les billes sont à gauche, un seul état où toutes les billes sont à droite, 4 micro-états avec une seule bille à gauche, 4 micro-états avec une seule bille à droite, et 6 micro-états avec 2 billes de chaque côté. On voit bien que quand le système arrive par hasard sur un micro-état, il a plus de chances de tomber sur une énergie dispersée, sur une entropie élevée. Il a peu de chances de tomber sur un état à basse entropie. Avec 4 billes, on voit déjà la dispersion apparaître. Si vous augmentez le nombre de billes, ça devient encore plus flagrant. Allez, on va refaire l'expérience avec 40 000 billes cette fois. On va faire une simulation informatique. Ici, chaque bille a une chance sur 50 de passer d'un côté à l'autre. Voilà ce qui se passe. Les échanges sont aléatoires au niveau microscopique, mais je vois un phénomène global apparaître. Je vois que le nombre de billes s'équilibre peu à peu. L'énergie se disperse naturellement. Le système se dirige spontanément vers une entropie élevée.
on voit qu'à la fin, on a autant de billes à gauche et à droite, l'entropie est maximale. Là, on commence à comprendre pourquoi l'entropie a tendance à augmenter toute seule et pourquoi l'univers se dirige vers une mort thermique. Alors je vous rassure, on a le temps, la mort thermique c'est dans des milliards d'années, mais a priori c'est inéluctable. Dans la simulation, on voit qu'il y a un peu de fluctuation à la fin, mais jamais on ne revient à l'état initial avec toutes les billes d'un seul côté. C'est pas rigoureusement impossible, un peu comme les molécules d'air dans votre pièce qui pourraient se retrouver dans un coin, mais c'est tellement improbable qu'en pratique ça n'arrive jamais. Dans les systèmes isolés, l'énergie se disperse naturellement, l'entropie augmente, et ce qui est fou, c'est que c'est un phénomène statistique, un phénomène qui émerge quand on dézoome. Il y a une infime possibilité que l'énergie se reconcentre à nouveau d'un côté, mais grâce à Boltzmann, on a compris que c'était statistiquement extrêmement improbable. On est tellement certain que l'entropie va augmenter qu'on en a fait une loi, la deuxième loi de la thermodynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'entropie mesure la dispersion de l'énergie et qu'en regardant le détail microscopique, on comprend que cette entropie ne peut qu'augmenter. C'est inéluctable, l'énergie va se disperser encore et encore jusqu'à ce que l'univers soit parfaitement tiède et uniforme, jusqu'à ce qu'il ne se passe absolument plus rien, jusqu'à la mort thermique. Ça paraît triste dit comme ça, mais c'est juste une limite, une contrainte. Et les contraintes, c'est bien, ça pousse à l'action, ça encourage la créativité. La vie dans l'univers est limitée dans le temps, et c'est ça qui la rend si exceptionnelle. J'espère que ça vous a plu. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que je n'ai pas parlé de désordre. Justement, on verra dans la prochaine vidéo que l'entropie, c'est pas du tout une mesure du désordre. Ensuite, on parlera de la flèche du temps, et après on pourra vraiment continuer la série sur la relativité. Désolé, je me disperse un peu, mais c'est pas ma faute, c'est l'entropie. Si vous voulez discuter et poser vos questions en direct, je fais un live le soir même de la sortie de la vidéo. Ça se passe sur Twitch à 20 h, c'est dans ce décor, je vous ai mis le lien en description. Voilà, abonnez-vous, soutenez Livre et Science sur Patreon ou sur Tipeee, et à bientôt pour de prochaines aventures.